à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Fier, le chef d'État béninois, Patrice Talon, l'est de son bilan à l'issue des 5 ans passés à la tête du pays. Des motifs de satisfaction, vous l'avez suivi, il n'aura pas manqué de les énumérer aussi bien lors de la première phase de sa tournée de reddition de comptes qu'à l'occasion de son récent discours sur l'état de la nation, le dernier d'ailleurs de son quinquennat. Même pas une seule fois, le vaste chantier que constitue la presse n'aura été évoqué et s'offusque bien de politistes, d'observateurs de la vie sociopolitique tout court. Le 4e pouvoir, c'est le régime Talon. La presse béninoise, le bien mal loti, c'est le thème en débat ce jour. Et pour nous aider à apprécier ce silence peut-être de fait autour du 4e pouvoir, un professionnel de médias en notre compagnie, mais 2 consommateurs aussi de produits de presse, au profil diamétralement opposé, un politique et un universitaire. Tout de suite, pour les découvrir, à ma droite, Marcel Zoumenon, journaliste et analyste politique. Marcel Zoumenon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci de renouveler la disponibilité. C'est moi. En face de vous, docteur Paul-Marie Wissou, enseignant-chercheur et théoricien de la gouvernance d'État. Un autre invité, mais à profil de consommateur de produits de médias, mais aussi théoricien de la gouvernance d'État. C'est important à savoir le rôle de la presse au cœur d'un appareil étatique. Docteur Paul-Marie Wissou, bonjour. Bonjour Joël. Merci. Oui, merci. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Je veux profiter pour dire une année de paix à tous les Béninois. Merci. Parce que c'est vraiment la paix. Nous avons besoin de la paix cette année. Et j'invite tous les acteurs politiques à œuvrer pour la paix. Merci beaucoup. Vous avez pensé directement aux politiques. En tout cas, ils sont à l'écoute. Oui, un autre invité en notre compagnie, François Tadéji, président émérode de la diaspora béninoise USA-Canada, une organisation qui accompagne les actions du régime au pouvoir et l'apportera dans sa posture de consommateur de produits de médias, mais aussi de porte-voix des réalisations du gouvernement au regard du programme d'action du gouvernement, son grain de sel pour l'enrichissement de ce débat. François Tadéji, bonjour à vous. Bonjour Joël Yetondi, bonjour chers amis de Sika TV, bonjour à mes vis-à-vis. Je voudrais formuler avant tout propos mes meilleurs vœux de nouvel an à tous les Béninois, quel que soit leur bord politique, partout où ils se trouvent sur la planète Terre. Je profite de cette précieuse occasion pour faire un spécial coucou aux émeraudes de la diaspora béninoise en leur disant merci pour leurs différents combats à mes côtés pour la réussite de la mission que Dieu a confiée à notre président, son Excellence, M. Patrice Talon, à qui je souhaite une longue vie. Merci pour la disponibilité, pour l'enrichissement de ce débat. Oui, 4e pouvoir, c'est de cela qu'il est question, mais en lien, mesdames, messieurs, avec le programme d'action du gouvernement bien inscrit au sein de ce document précieux. À l'heure du bilan, le chef de l'État a passé en revue une série de réalisations à ce sujet. Pour l'instant, silence radio. C'était attendait le chef de l'État lors de ce discours sur l'état de la nation. Silence également de ce côté. Nous allons nous retourner d'abord vers le professionnel des médias qui nous dira s'il y a un autre rendez-vous qui pourra consacrer ce clin d'œil à la presse béninoise ou comment avez-vous vécu ce que certains ont qualifié d'attente manquée. Bon, attente manquée, ça dépend de quel côté on se trouve. Bon, pour moi, personnellement, c'est en cohérence avec les premiers discours du chef de l'État, c'est en cohérence avec sa politique globale. C'est une politique globale dans laquelle la presse n'a pas une place de choix. Ça, si vous observez bien les choses, vous devez l'avoir constaté depuis 2006. Et la presse, c'est le parent pauvre de la politique gouvernementale. Il n'y a presque pas eu de réforme dans la presse.
tout ce qu'il y a eu, c'est des actions pour la bâillonner, c'est des actions pour la mettre à genoux. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas sûr. Et ça, je voudrais qu'on me surprenne. Je ne suis pas sûr qu'il aura un rendez-vous où le chef d'État va parler spécifiquement de la presse. Je crois dans des interviews antérieures, il avait déjà dit ce qu'il pensait de notre presse, une presse vénale, qui n'est pas professionnelle. Je crois que avec ma casquette de secrétaire général de l'ODEM, on a rencontré en temps le ministre qui nous a répété cela, ce que le chef d'État pensait de la presse, une presse qui n'est pas professionnelle. Et donc, moi, je ne suis pas surpris qu'on soit les parents pauvres de la politique gouvernementale. Et les subventions que le gouvernement donne aux médias, je crois que sous l'actuel président, vous pouvez questionner d'autres responsables de nos organisations. Je crois que depuis que le chef d'État actuel est là, il n'y a presque pas eu quelque chose. Et donc, voilà le tableau pour présenter les cas. On va évoluer graduellement. Je veux retourner vers M. François Attadidji. La presse béninoise, peut-on le dire, quel est le parent pauvre de la politique gouvernementale? Ça s'est signé Marcel Zoumenou. Non, je dirais non. Elle n'est pas le parent pauvre des Béninois, du chef de l'État non plus. La presse étant un quatrième pouvoir, n'est-ce pas, n'a pas une place privilégiée dans la République. Elle est là pour faire son travail, pour donner les informations aux Béninois, les vraies informations d'ailleurs, sans intoxication, sans manipulation aucune. Donc, je ne vois pas pourquoi la presse va se sentir délaissée ou bien oubliée. Le chef de l'État, dans sa tournée de reddition de comptes, a échangé avec la population, les populations à la base. Son but n'est pas essentiellement de faire un coucou spécial à la presse ou bien de faire l'état des lieux de la presse. S'il y en a dans le futur, s'il y en aura plutôt dans le futur, une émission ou bien une rencontre ou bien un coucou spécial à faire à la presse, je pense que le chef de l'État n'hésitera pas à le faire. Moi, je vais inviter la presse à continuer par jouer son rôle de quatrième pouvoir, puisque ce rôle est capital dans un système démocratique comme le nôtre. Donc, on fait le travail, mais au retour, on n'attend pas nécessairement de récompense. Chacun doit contribuer à sa façon à la construction de notre pays. Ok, que chacun fasse son travail sans forcément attendre quelque chose en retour. Mais les questions relatives aux promesses faites à cette presse-là, on y revient tout à l'heure. Monsieur Attadidji, qu'est-ce qu'on peut bien en dire? Mais en attendant, on se retourne vers le professeur. Professeur, peut-on dire que la presse béninoise, je prends les mots du professionnel des médias, comme je dis, avec sa double casquette, est-ce qu'on peut dire que cette presse du regard du consommateur de produits de médias et d'universitaires, quel est le parent pauvre de la gouvernance actuelle? Bon, on peut le dire que la presse est le parent pauvre de la gouvernance actuelle, mais il faut se calmer. Et M. Attadidji me semble être complètement déconnecté des réalités du Bénin. Et ces réalités... Avec ces petits mots-là? Non, avec tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas lui seul, quoi. Quand j'entends souvent ceux qui supportent le président de la République, moi je ne suis ni contre ni supporter, mais quand je les entends, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas de repères eux-mêmes. Ils n'ont pas de repères.
Non, Le président c'est trop d'y expliquer, vous. Non, oui, mais c'est le président de la République. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Un, ils n'écoutent pas eux-mêmes le président de la République. Ça, c'est le premier repère. C'est-à-dire, je veux défendre quelqu'un, il faut que je l'écoute. Il faut que je le comprenne. Il faut que je sache ce qu'il fait. Et ensuite, le président de la République a écrit dans le PAG qu'il va travailler à ce que la presse soit d'une certaine qualité. Donc, lorsqu'il va sur le terrain pour rendre compte, le PAG, il rend compte du PAG, de l'exécution du PAG. Il doit parler de tout ce qu'il a écrit, qu'il va faire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc, à partir de cet instant, ce n'est pas un coucou à faire à la presse, mais c'est de nous dire ce qu'il a promis dans son programme d'action par rapport à la presse. Où est-ce que nous en sommes? Mais il y a des choses graves sous son mandat, des choses très graves. Et moi, je l'ai déjà écrit une fois, j'ai dit que j'ai fini par écouter le président de la République. Et j'ai compris quelque chose. En fait, le président de la République est victime. De quoi? Il est victime. Il est victime premièrement, notre administration. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, du manque de repères de tous ceux qui sont autour de lui. Par exemple, de tous ceux qui doivent, disons, conduire sa politique de communication. L'universitaire remis un couteau dans la plaie. Je me demande si c'est à juste titre. Non, on a les éléments, on va en parler. Okay. On va en parler, on est là pour ça. Oui. Le président de la République est victime. Si vous l'écoutez, moi, il y a eu plusieurs choses là, mais il y a un sur lequel j'invite M. Attaridji à l'écouter, c'est à bâton rompu, 1-1 du président Talon au pouvoir, bilan. Il était allé à l'OATB avec les journalistes de l'OATB, de Canal 3 et de Golf FM. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Lui-même, il se dit un homme timide. Et quand vous l'écoutez, vous suivez. Dans toutes les vidéos que moi j'ai vues de lui, quand vous le regardez, c'est vrai, c'est un homme timide. Mais la fonction présidentielle a des exigences. Et ce n'est pas à lui de rentrer dans ces exigences, c'est ceux qui ont la responsabilité de sa politique communicationnelle qui doivent l'amener dans ces exigences. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on aura le temps. On veut bien vous suivre. On aura le temps mais quand le professionnel des médias dit que la presse est le parent pauvre de la gouvernance, est-ce qu'il fait une réelle lecture? Mais il fait... Ou il s'imbibe? Il se regarde en fonction de ses attentes personnelles. Parce qu'on parle d'une corporation, toute une corporation. Non, il fait une lecture très exacte de ce qui se passe. Exact. Écoutez, sous le président de la République, on a fermé tout au moins une radio. Sous le président, je dis on, parce que ce n'est pas lui. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il est victime. Et le problème, enfin, on va revenir sur ça, vous allez comprendre ce que je dis. On a fermé une radio, tout au moins. On a fermé le journal de mon ami de mon ami Marcel et de l'autre ami, son DP. Ok. On a fermé le journal. Tout au moins, Marcel et le DP, c'est Monsieur Vincent Folly. Oui. Le DP Folly, un ami vraiment que j'apprécie, est passé par la justice pour obtenir gain de cause. Je ne comprends pas pourquoi, après avoir fait tout ce périple-là, on ne lui permet pas de recommencer les activités de son journal. Et comme je le dis, ce n'est pas le président de la République qui est victime en réalité. Mais tout le problème chez lui maintenant se trouve dans, quand il prend la parole, comment il se démarque par rapport à ça. Vous avez donné 2 exemples. Oui. C'est des exemples, ça compte. Mais est-ce suffisant pour dire que la presse béninoise est le parent pauvre de la gouvernance? Mais écoutez, fermer une seule radio, c'est interdire à tout un pan d'opinion de s'exprimer.
fermer, ou du moins, fermer un journal, c'est interdit à tout un pan. Mais pourquoi, quand M. Attali dit, on a eu un débat ici, il a dit que nous sommes en démocratie. Mais dans quelle démocratie? Tout à l'heure. Oui, mais dans quelle démocratie? Un pays démocratique a besoin de cette presse. Oui, dans quelle démocratie on ferme des presses? Il n'a qu'à me donner un exemple. Un exemple de pays démocratique où on ferme un organe de presse. Où on a brouillé pendant des années les ondes d'une radio. Et enfin, on l'a fermé. Bon, ça, on ne sait pas qui a brouillé. Bon, on croit les autorités. Oui, mais écoutez, c'est un échec patent de notre pays en tant que république. Pourquoi nous disons que nous sommes souverains si nous ne pouvons pas comprendre les phénomènes qui nous arrivent? Nous avons tous les moyens pour comprendre pourquoi et qui a brouillé cela. Maintenant, si nous ne voulons pas le faire, nous avons aussi les moyens de débrouiller cela. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas... Vous savez, moi, j'ai comme l'impression que on a souvent tendance à nous plafonner quelque part et à dire, vous êtes des pays pauvres, et comportez-vous comme ça, comme un pays pauvre, et restez comme ça. Non! Nous aspirons au développement. Et on nous parle de développement. Alors, si on nous parle de développement, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire que tout un pays ne peut pas ne pas savoir qui a brouillé les ondes. Et on se tait là-dessus, il n'y a plus d'enquête, il n'y a rien, et on doit continuer la vie comme ça. Mais si demain, ceux qui dirigent le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, n'ont plus le pouvoir en main, et qu'on a le même phénomène, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce qu'eux ils vont dire? En fait, moi il y a des choses sur lesquelles vraiment on ne doit pas... Moi, comme je vous l'ai dit, le problème n'est pas... Le président de la République n'a pas fermé une radio. Le président de la République n'a pas... Et comment dirais-je, brouiller une radio. Le président de la République n'a pas fermé le journal. Mais l'institution qui fait ça, sa vocation, enfin, je dis l'institution qui a fermé le journal, hein, pas la radio, mais la radio aussi, quelque part, ça a été une querelle entre institutions, l'institution et la radio, et puis bon, on a dû arrêter ça comme ça. Bon, mais cette institution-là, quelle est sa vocation dans notre République? Les comportements que cette institution a aujourd'hui. Alors, une grosse interrogation qui ramène à se mirer dans le programme d'action volet média. Et à cet effet, un diagnostic conséquent avait été fait. Et Patrice Talon a pris l'engagement, au regard de ces réalités, alors candidat, de faire en sorte que le Bénin ne marche plus dans ce qui y a été qualifié de travers. Noir sur blanc, dans le PAG, un certain nombre d'orientations avaient alors été données. Marcel Zoumenon, certains ont attendu le chef de l'État apprécier un peu le travail qui a été fait, mais vous avez semblé dire tout à l'heure qu'il n'y a fondamentalement pas eu de réforme pour sortir la presse de son ornière. N'y a-t-il pas eu tout de même quelques tentatives de réforme? Oui, pour une presse plus rayonnante. C'était les mots énoncés. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les actions que pose le gouvernement, les gens les mettent sous le couvert de réforme. Toutes les actions ne sont pas des réformes. La réforme, normalement, doit viser à améliorer l'existant. C'est tout là. Et donc, et pour revenir à la politique du gouvernement par rapport à la presse, il a été surpris d'entendre, comment il s'appelle, M. Attali. Bon, je suppose quand même que même si on est loin, on peut quand même se renseigner un peu sur ce qui se passe ici. Moi, c'est le métier que j'exerce depuis une quinzaine d'années. Et donc, si quelqu'un doit en parler, il faut qu'il ait des éléments quand même probants. Puisque moi, je vis. Je peux faire une émission de 3 heures ici et vous donner que des exemples. Alors, je voudrais dire, le premier indice, c'est que classement Reporters sans frontières, nous étions en 2016, nous étions 78e. Aujourd'hui, nous sommes 113e. Nous avons dégringolé de 35 places. Aujourd'hui, nous avons un journaliste qui est poursuivi devant la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme. Et nous avons d'autres qui sont devant les tribunaux de droit commun pour diverses plaintes liées au délit de presse. Et nous avons eu, et je crois que c'est Amnesty International qui a eu le mérite de nous le révéler il y a 2 ans, 17 blogueurs
journalistes en ligne et autres qui ont été arrêtés pour des délits d'opinion. Voilà les tableaux. Et si nous regardons aujourd'hui et les médias dans le secteur privé, parce que il y a les médias du secteur public qui n'ont pas le même régime que nous. Quand nous regardons les médias du secteur privé, regardez tout autour de vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de télévisions qui ont fermé. En tout cas, des télévisions ont fermé et certaines ont été obligées de décompresser le personnel. Et beaucoup ont été obligés de vaille que vaille de maintenir leur service parce qu'on entend la HACA menacer de les fermer, de leur retirer définitivement l'agrément s'ils ne mettaient pas. Et nous avons radio, en tout cas une radio, qui a fermé parce que l'organe de régulation a décidé de la fermer, et d'autres qui n'ont pas fermé, mais qui sont dépourvus de programmes simplement parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs acteurs. Et quand vous entrez dans la presse écrite, vous avez, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les sièges, il suffit d'y aller pour voir et de comparer. Et avant, on avait une vingtaine, une trentaine de journaux qui sortaient. Aujourd'hui, c'est moins de 10 qui sortent presque chaque jour. Alors, moi, j'ai constaté que l'objectif du gouvernement, c'était de réduire le nombre. En tout cas, quand je prends par exemple la presse écrite et la presse privée, je crois que le gouvernement était venu avec des idées en se disant qu'ils sont peut-être trop nombreux. Et donc, pour obliger les gens à fermer, ce que le gouvernement a utilisé, c'est soit la pression fiscale ou soit le sevrage. Le sevrage, c'est le sevrage qui a été le plus appliqué. Ça signifie le sevrage? Le sevrage, c'est que, vous savez, le système qui existait depuis le président Sogo, le président Keiko, le président Yahi, c'est que les journaux qui vivent, les médias vivent de la publicité. Et il y a une forme de publicité qui est la plus répandue ici. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la communication, c'est-à-dire vous faites de la visibilité autour des actions du gouvernement et on vous paye en retour. C'est-à-dire c'est des reportages, soit pour une structure de l'État. Avant, chaque ministère avait une cagnotte qui était réservée pour ça. Et donc chaque ministère signait les contrats à la carte avec les médias qu'il voulait. Et donc quand vous prenez une radio, que ce soit une radio, une télévision ou un journal de presse écrite, il a la possibilité, selon son dynamisme, de signer des contrats avec le nombre de ministères qu'il veut ou qu'il peut signer. Et en dehors des ministères, il y avait d'autres structures comme des sociétés d'État qui signaient. Et ça, sur le plan financier, aidait un peu les médias à supporter un peu les charges et les coûts, les dépenses liées à ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement actuel a décidé, pour raison de centralisation, nous a-t-on dit, de la communication, de réduire tout cela à une seule possibilité, qui est ce qu'on appelle le contrat gouvernemental aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit, je l'ai dénoncé ici, que c'est un contrat d'aliénation. Parce que non seulement ce contrat vous oblige, quand vous le signez, de communiquer pour toutes les structures de l'État, même les préfectures. C'est tellement ridicule, moi, ça me fait rire. Et en retour, vous n'avez pas la possibilité de critiquer l'action du gouvernement, mais vous n'avez pas la possibilité de relayer des points de vue, même d'un universitaire ou bien même de quelqu'un qui semble ne pas être trop favorable au gouvernement. Ah bon? Oui. Je peux donner des exemples, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, le sevrage a fait que beaucoup de médias n'ayant plus les moyens fermés. En tout cas, moi, je suis dans le secteur de la presse écrite où beaucoup de journaux ont fermé à cause de ça. Mais cette action, l'objectif que ça visait à réduire le nombre, ça a été contre-productif. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Beaucoup de ceux qui ne peuvent plus sortir les journaux en version papier font des éditions en version numérique
Et ça leur permet de réduire le coût. Et donc, le nombre qu'on voulait arrêter ne s'arrête pas. Et ce qui est plus grave, et ça je vais le dire avec ma cascade du secrétaire général de l'ODEM, c'est que ça a ouvert la voie au désordre. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont même pas journalistes, qui, juste parce qu'ils ont trouvé un graphiste à côté, créent. Juste, ils ont un titre, ils créent un journal en ligne et ils font du contenu qu'ils partagent. Aujourd'hui, malgré tous les efforts de la HAC, la HAC n'a pas encore la possibilité d'arrêter cela. Et donc, ces médias-là, ça veut dire que on a mis en place des dispositifs pour fermer les médias qui, eux, étaient légalement constitués, légalement reconnus, pour favoriser maintenant des médias qu'on ne peut pas contrôler. Parce que nous avons plusieurs plaintes à la HAC contre des journaux que nous-mêmes, nous n'arrivons pas ni à identifier physiquement, ni à identifier l'un au moins des responsables. Ah bon, vous au niveau de l'ODEM? Oui, je vous dis, c'est pathétique. Moi, j'ai 2 plaintes. Je cherche depuis 2 mois au moins un contact d'un responsable d'un des journaux, je n'arrive pas à trouver. Et pourtant, je suis journaliste et je connais presque tous en tout cas les journalistes de la presse écrite. Et j'ai vérifié auprès de beaucoup et qui ne connaissent pas. Mais ça circule. Oui, ces médias circulent, ça circule sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et choses là. Donc, le problème qu'on voulait régler en disant, ils sont trop nombreux, il faut les empêcher de gagner de l'argent et les fermer. Mais on a créé une situation non contrôlée qu'on ne peut plus contrôler actuellement. Et donc, si nous voulons parler des problèmes du secteur de la presse, il y a de sérieux problèmes sur lesquels on peut revenir. Le chef de l'État, pour revenir en chose là, moi je l'ai écouté le jour où il annonçait sa candidature. Il a dit une phrase qui m'a ému. Vaut mieux avoir une presse qui dérape et qui répond de ces dérapages qu'une presse bâillonnée et qui est sous contrôle. Ça, c'est le chef de l'État qui a dit. Mais c'est tout le contraire qu'on observe. Il dit, je suis peiné de lui. Je dis, ce n'est pas... Quand on dit ces choses, cela ne veut pas dire qu'on est opposant. Non. C'est la vérité et c'est lié à mon secteur d'activité et je peux quand même avoir le courage de le dire. Alors, monsieur François Tadedi, là, vous avez suivi Marcel Zoumenou, partager avec nous un peu sa réalité de professionnel des médias, mais aussi du secrétaire général de l'ODEM. En le suivant et en vous mirant dans le PAG, c'est vrai, il a entendu des choses, mais au-delà de ça, il y a eu des idées consignées, ce qu'on pourrait vraiment appeler réforme. Qu'est-ce que vous dites à l'arrivée? Bon, Marcel Zoumenou et puis Dr Marie Ouessou ont dit beaucoup de choses. Je vais essayer de clarifier certains points. Je vais commencer par le dernier point de Marcel Zoumenou, je pense bien. Il a dit, le chef de l'État, le premier jour, a dit vaudrait mieux d'avoir une presse écrite qui répond, qui dérape et qui répond de son dérapage. Nous devons être conséquents envers nous-mêmes. La presse qui dérape, le chef de l'État a bien précisé, la presse qui dérape. Mais il a ajouté qui répond de son dérapage. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on prend la deuxième partie de sa phrase, qui répond. Répondre à ses actes veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous avez menti, on va vous sonner pour donner les preuves. Ça veut dire que la presse, en dérapant, oui, on lui permet, on lui donne la liberté de déraper, mais il a averti qu'elle doit répondre de son dérapage. J'ai écouté, mes vis-à-vis ont dit qu'il y a certaines télévisions et radios qui ont été fermées. Je compatis à la douleur de ces professionnels de la presse parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un boulot, c'est leur travail, c'est ce qu'ils font pour nourrir leur famille et se nourrir eux-mêmes, qui ont été fermés, les télés et les radios qui ont été fermés. Je compatis à leur douleur, mais tout en étant dans l'esprit
de compassion, je dirais que la RAC, avant de décerner les agréments de presse aux télévisions et aux radios, il y avait bien sûr des règles bien définies par cet organe de régulation et qui est connu des professionnels de la presse, que vous avez droit de faire ceci, mais quand vous faites cela, vous pouvez être frappé de telle ou telle sanction. Je crois que c'est dans le code de la déontologie. Donc, la RAC ne décerne pas les agréments pour dire que vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Dans une république, dans une démocratie, il y a les droits et il y a les devoirs. Et il y a une autre chose qui est de répondre de ces actes. Nous voulons essentiellement, n'est-ce pas, réclamer les droits. Nous voulons faire tout ce que nous voulons faire parce que nous sommes dans un pays démocratique. Mais au retour, nous déclinons de répondre de nos actes. Ce n'est plus la démocratie. La démocratie, c'est un système qui vous donne toute la liberté en respectant les lois préfixées. Si vous êtes dans un système démocratique et que vous faites tout ce que vous voulez en piétinant la loi, vous aurez la justice à votre dos. C'est ça la démocratie aussi. Alors, la démocratie, c'est pas la liberté. Une seconde. Il y a la réduction de... Marcel Zoumenou a parlé de la réduction du personnel dans certains organes de presse, dans certaines télévisions, dans certaines radios, qui a amené à ce que les chefs ont été obligés, parce qu'il y a problème économique, il y a problème de paiement, de salaire des agents. Mais écoutez, nous oublions que la presse est un business comme tout autre. Mais bien qu'étant un quatrième pouvoir, c'est un business qui doit être traité en tant que business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les responsables de ces structures de télévision ou de radio doivent faire leur politique d'une manière où ils doivent chercher les voies et moyens pour nourrir, pour payer les personnels. N'oublions pas l'avènement surprise des réseaux sociaux qui ont fait que actuellement là, ce que le journal du doyen Folie, comment ça s'appelait, j'oubliais, ce que ce journal donne comme information qui n'est pas connue au préalable par la population et qui cherche forcément à les connaître et qui vont aller chercher le journal, aller payer ce journal pour pouvoir avoir l'information. Aujourd'hui, moi je suis aux États-Unis, mais si ça sort une seconde, quelques millièmes de seconde après, je suis au courant de ce qui s'est passé. Donc, l'avènement des réseaux sociaux ont contribué à ce que le niveau de revenus des structures de la presse a complètement baissé parce que l'information circule à la milliseconde. Merci, M. Atadéji. Monsieur Atadéji, avec votre permission, Monsieur Atadéji, avec votre permission, je voudrais, avant de donner la parole à vos vis-à-vis qui brûlent d'impatience de la voir, on va y aller très rapidement pour le temps qui nous reste. Dites, au regard du PAG du chef de l'État, si, durant cette reddition de comptes ou face à la nation récemment, vous devrez prendre la place du chef de l'État, dit voici en termes de reddition de comptes ce qu'on a pu faire pour le rayonnement de cette presse, que diriez-vous? Oui, écoutez, j'avais dit dans une autre émission le 1er janvier dernier que le chef de l'État va,
quand même, hein, puisque dans cette émission, je souhaitais qu'il revenait, qu'il brigue encore un second mandat. Donc, j'avais dit que le chef de l'État va voir au cours de son deuxième quinquennat, là où il a failli, les points du PAG où il n'a pas vraiment pesé la balance, où il n'a pas vraiment travaillé, que je souhaiterais qu'à son deuxième quinquennat, qu'il s'attaque. Ok, Monsieur Atadédi, si je vous comprends bien, Monsieur Atadédi, s'il vous plaît, Monsieur Atadédi. L'un de ces points, c'est la presse. Ok, donc en définitive, pour vous, pour ce quinquennat, le chef de l'État ne s'est vraiment pas appesanti sur les problèmes de la presse. C'est bien ça. Et on lui donne une seconde chance pour se rattraper. Non, il s'est appesanti, mais il n'a pas encore honoré okay. pleinement merci beaucoup. ses engagements vis-à-vis de la presse. Merci. Je l'invite qu'à son deuxième mandat, il voit, il corrige ce côté. Je suis complètement d'accord. Merci. Attendez, on va évoluer avec votre émission. Oui, Marcel Zoumeno, voilà un clin d'œil à vous aussi et à tous ces professionnels des médias qui veulent voir le chef de l'État mettre la main à la pâte et honorer ses engagements. Rendez-vous pour le second mandat. Et il va falloir le lui accorder. Vous en dites quoi? Bon, moi, je voudrais d'abord réagir à certaines informations que M. Atadédi a données qui ne sont pas exactes. Et aucun journaliste béninois n'a jamais dit qu'il va faire son métier et qu'il sera exempté des sanctions. En tout cas, les journalistes professionnels sérieux que je connais n'ont jamais dit ça. Mais ce que les tests disent, c'est ce que nous voulons qu'on applique. Ce que les tests disent ne sont pas appliqués? Non. Illustration? Les tests ont dit que quand vous avez un procès en diffamation contre un journaliste, quelqu'un qui a le titre de journaliste, vous lui faites une citation directe, il comparaît au tribunal et il est poursuivi. Si vous ne voulez pas le tribunal, vous avez d'autres possibilités. Vous avez deux autres possibilités. Vous venez devant la Hague, qui est pour rechercher la condamnation de ces pairs, ou vous allez devant, j'ai dit Hague ou ODEM. J'ai dit, vous venez devant l'ODEM pour chercher la condamnation de ces pairs, vous allez devant la Hague. Vous avez trois possibilités. Mais les tests n'ont jamais dit d'aller chercher les journalistes sur leur lit. Aucun test au Bénin n'a dit ça. Mais c'est ça qu'on a appliqué tout le temps ici. C'est ces choses que nous refusons. Ce n'est pas que les journalistes ne veulent pas que quand ils vont écrire des choses, tout citoyen peut être amené à porter plainte contre le journaliste. Et jusqu'à ce jour, les tests permettent aux citoyens, même aux chefs d'État, de poursuivre des journalistes. Mais qu'on n'aille pas chercher les journalistes dans leur lit, nus, pour dire ils ont commis des infractions liées au code du numérique, c'est pas possible. Okay. Même le code du numérique a dit sur la persona, les statuts de journaliste, vous le poursuivez en tant que tel, et donc c'est le code de l'information qui s'applique. Et donc moi je ne comprends pas ce qu'on dit là. Donc sur ce point, parce que je l'ai entendu, il semblait mener un raisonnement, dire non, que quand on fait des dérapages, on doit répondre. Non, on n'a jamais dit qu'on ne va pas répondre. Alors, sur la question des promesses du chef de l'État, moi ce que j'ai toujours souhaité, même si le chef de l'État ne peut pas faire mieux, au moins la situation qu'on avait là, qu'on maintienne au moins la situation. Ne dites pas que la situation actuelle elle est pire qu'à l'ancienne. Tout à fait. Tout ce que je viens de démontrer, j'ai dit qu'on était à 118e, on est à 113e, parce que c'est le seul baromètre qu'on a aujourd'hui pour mesurer la liberté de presse. Je ne parle pas de la qualité de presse. Reporters sans frontières nous permet d'avoir des éléments pour savoir si notre presse est libre ou pas. Et j'ai dit qu'on est passé de la 118e place à 113 places. Il n'y a pas encore une autre organisation qui fait encore un autre classement, qui est plus crédible. Les gens racontent des histoires, qui est plus crédible que celui de Reporters sans frontières. Donc, je dis, ça là, ça suffit que les journalistes ne sont plus très libres de faire leur travail. Et quand j'ajoute à cela tous les problèmes qu'ils ont sur le plan économique, je vais parler de l'aide de l'État à la presse, qui était une aide que le gouvernement accorde pour appuyer la presse privée depuis le président Kérékou. Depuis que
le nouveau régime s'est installé, on a parlé du FADEM, on a dit non, on va faire FADEM, mais depuis, on attend FADEM qui ne vient toujours pas. Non, ne dites pas que vous n'avez rien eu jusqu'à la fin, parce que le mandat, il ne reste que quelques mois. Non, vous pouvez appeler les autres responsables d'organisations fêtières pour demander si, depuis que le régime est là, si la presse a eu quelque chose. Ils vont faire appeler la présidente de l'UPMB et faire un débat pour lui dire de vous faire le point de ce que la presse a eu. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire débat de démagogie, je parle de choses concrètes. Qu'est-ce que la presse a eu? Mais dans tous les budgets, on a toujours voté des lignes pour l'aide de l'État à la presse et aux syndicats. C'est le président Kérékou, je paie à son âme, qui a institué cela. Et depuis, tous les régimes qui sont passés ont toujours respecté ça. On accorde une subvention à la presse et aux syndicats. Mais demander à la présidente de l'UPM ou au président du patronat de vous faire les points de ce que la presse a eu dans ce cadre-là, depuis que le nouveau régime est là. Moi, je ne veux pas que ça soit moi qui dise quelque chose pour qu'on dise que il est toujours critique, c'est lui qui critique tout. Demandez On le fera, mais on a pris bonne note. Vous semblez dire que ça a vraiment régressé. Et j'ai posé une question, je vais la maintenir, je reviens vers vous, vous n'avez pas répondu, mais je reviendrai vers vous tout à l'heure en l'extrayant des propos de M. Atadedi. En entendant de revenir vers vous, oui, le professeur, vous très attaché aux questions de gouvernance, en vous mirant dans le PAG, et en lien avec les réalités, pensez-vous vraiment qu'il y a des points qui auraient pu être abordés et qui ne le sont pas? Oui, moi, je voudrais dire que je n'ai pas qualité de conseiller le président de la République, mais je voudrais véritablement proposer quelque chose. Je voudrais proposer quelque chose, oui, que le président de la République nous parle des problèmes, des vrais problèmes de notre pays. Et la presse est un vrai problème sous son régime. Je l'avais dit que ce n'est pas des problèmes créés par lui-même, mais le fait qu'il se tait sur ces problèmes-là fait qu'on met sur son dos ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire avec le temps qu'il a maintenant? Il aurait pu sortir pour dire que lui n'est pas d'accord avec le fait que la HAC ayant fermé la Nouvelle Tribune et qu'on est passé par la justice et que la Nouvelle Tribune ait eu gain de cause, il aurait pu sortir pour dire « Moi, je ne suis pas d'accord qu'on ne donne pas à la Nouvelle Tribune l'ordre de commencer son travail. » Ok, c'est entendu. D'autres suggestions reviendront par la suite. En tout cas, c'est un vaste dossier, on y reviendra. En attendant, nous allons demander à M. Atadedi de faire son adresse de clôture de ce plateau. M. Atadedi. Je voudrais inviter le chef de l'État à travailler d'arrache-pied pour que la presse soit équilibrée, pour que la presse joue pleinement son rôle de quatrième pouvoir et que au cours de son deuxième quinquennat, il pèse tout de son poids à ce côté pour que la presse, les professionnels de la presse qui se plaignent, puissent se plaindre moins. Merci. Okay? Et deuxième fois, j'invite la presse à ne pas toujours attendre le gouvernement pour survivre. Il faut qu'il travaille. Merci à vous, M. Atadedi et à Marcel Zoumenou. Alors, second mandat pour que la presse puisse mieux se porter. Vous promettez être le berger pour porter la nouvelle? Non, je ne suis pas dans les débats de mandat. Je suis venu vous parler de la presse ici. Vous concluez en disant? Je conclue en disant que je souhaite que le gouvernement et la HAC nous laissent travailler librement. Si les journalistes ont la liberté, ils seront plus professionnels. Et plus ils sont plus professionnels, c'est plus rentable pour le gouvernement d'avoir une presse plus professionnelle qu'une presse sous les ordres. Ça, je répète, même le chef de l'État. Merci à vous. C'est mieux d'avoir une presse plus professionnelle qu'une presse aux ordres. Et ce sera sur ce mot de Marcel Zoumenou que nous allons prendre congé de vous. Très ravi de vous avoir servi une fois encore. Mais c'est un autre jour. On se reverra pour poursuivre le débat. À très bientôt.